Doncs molt bé. Després d'aquesta primera xerrada de molta intensitat a nivell d'impactes inspiracionals, el que farem és presentar a Gilles Lipovetsky, un dels grans pensadors sociòlegs de la societat actual. Jo l'admiro moltíssim, per mi és un gran plaer estar al costat d'aquest senyor que m'ha servit de referent al llarg de molts anys, sobretot a nivell acadèmic, també a nivell personal. Els meus estudiants sabran que fins i tot els he obligat molts anys a l'assignatura d'estètica a llegir alguns dels seus llibres i per tant per mi és un moment especial. Ara ell ens parlarà del capitalisme artístic i la manera en què nosaltres podem consumir experiències i el deixo amb ell, que sobretot tots tenim moltes ganes de sentir-lo. Merci beaucoup. Merci de votre présentation, merci d'être nombreux ce matin et merci de m'avoir invité à revenir une fois de plus à Barcelone, cette ville que j'aime tant. Alors, comme il vient d'être dit, je voudrais analyser aujourd'hui le rôle, la place, l'importance de l'expérience et des émotions dans le fonctionnement des économies contemporaines de la consommation. Cette question a pris un relief tout à fait nouveau. Dans le capitalisme qui s'est mis en place au début du XXe siècle, autrement dit, dans le capitalisme qui a constitué ce qu'on appelle la production fordienne, il s'agissait de produire toujours plus en comprimant les prix et les capacités de production. Toute la production était centrée vers une production standardisée, une production de masse permettant de réduire les prix. C'est également cette même logique qui a commandé le monde de la distribution dans l'après-guerre, avec les supermarchés, les hypermarchés, où partout il s'agit de comprimer les prix, casser les prix, toujours moins chers, toujours plus de marchandises pour moins de prix. C'est ça qui a tendanciellement changé. On est passé d'un capitalisme fordien à un capitalisme post-fordien ou encore d'une civilisation de l'objet à une économie de l'expérience qu'un certain nombre d'auteurs ont appelé un capitalisme culturel et que j'ai proposé d'appeler le capitalisme artiste, et je vais expliquer pourquoi. Bien entendu, le capitalisme artiste ne date pas d'aujourd'hui. Ces premières manifestations apparaissent dès le milieu du XIXe siècle, mais de manière très petite, si vous voulez. Et je pense que le prototype de ce modèle, c'est la distribution, c'est l'invention du grand magasin. Le grand magasin, c'est une invention française de Aristide Boucicaut. Il crée le Bon Marché. Au Bon Marché, c'est ce grand magasin, le premier du genre, qui va être copié après dans tous les pays et qui va servir de modèle à Émile Zola dans son célèbre livre « Au bonheur des dames ». Aristide Boucicaut va rompre avec le commerce traditionnel. On a un magasin, on met des produits, les gens viennent, ils achètent. C'est le produit qui compte, ce n'est pas le cadre. Boucicaut comprend que vendre, exige une mise en scène. Et il fait appel à Gustave Eiffel, le père de la Tour Eiffel. Il va construire un énorme magasin, le plus grand magasin qui existe alors sur Terre, avec des larges baies vitrées, avec une coupole, avec une immense verrière, un style ornemental extraordinaire. Il transforme le magasin en théâtre par le faste
par la créativité, par la décoration qu'il entraîne. Il y a un escalier monumental dans le magasin. Dans le magasin, au Bon Marché, Boucicaut organise des spectacles, des concerts, il accroche des œuvres d'artistes. Pour la première fois, si vous voulez, la logique d'esthétisation, de séduction et du spectaculaire va pénétrer dans le monde de la distribution, le monde du commerce. Aujourd'hui, on appellerait ça, il introduit l'expérience client dans l'univers de la distribution. Ce qui compte, c'est de créer des émotions chez les clientes. Et il réussit tellement bien que immédiatement le monde traditionnel, le monde du clergé, par exemple, va attaquer le Bon Marché en y voyant la nouvelle figure du diable. Pourquoi ? Parce qu'il introduit la logique de la séduction. Et cette séduction est telle qu'on accuse alors le Bon Marché de créer une nouvelle pathologie féminine. Quelle pathologie ? La kleptomanie. Parce que les femmes voient cette accumulation extraordinaire, ce cadre féerique, elles ne peuvent pas résister. Et bon, elles volent. Ce n'est pas des pauvres, c'est la classe moyenne, mais il y a une attraction telle par les émotions créées, le cadre, les tentures, la mise en scène de la marchandise, qu'elle suscite comme le diable la tentation. Et en ce sens, c'est bien Boucicaut qui invente le prototype de ce capitalisme artiste, parce qu'il introduit la séduction dans l'univers du commercial. Cette logique-là va se développer ensuite, mais toujours à une petite échelle. Ça, c'est 1850, si vous voulez. 1880, c'est l'invention des produits en grande quantité, les allumettes, les flocons du petit déjeuner, du breakfast, etc. Et avec le packaging. Mais le packaging, il faut un environnement qui capte le regard. Et donc, il y a une logique, encore une fois, là, de séduction et de mise en scène. Et c'est aussi le design industriel, des prototypes, avec le Bauhaus, et bien entendu, la grande invention au cours du XXe siècle, c'est le cinéma, parce que tout le cinéma, c'est une fabrique de rêves qui ne marche que par les émotions. On va au cinéma, on rit et on pleure, on est ému, etc. Et tout le cinéma, c'est une énorme machinerie émotionnelle, par les histoires, par la musique, et aussi cette magnifique invention du cinéma qui est la star. La star qui va faire rêver la planète tout entière par la beauté éblouissante, évidemment, des stars, et qui crée cette émotion des fans au travers des films. Cependant, pendant près d'un siècle, le lien du capitalisme avec les stratégies émotionnelles est resté très limité. Le cinéma, le packaging, c'est des petites choses. Le grand magasin, c'est petit. Ça prend une toute autre tournure, si vous voulez, à partir de 1950, et le phénomène s'est encore accéléré aujourd'hui. Alors, si vous voulez, l'activité esthétique et émotionnelle mise en pratique par le capitalisme était mineure pendant un siècle et demi, ou un siècle, si vous voulez, alors qu'aujourd'hui, elle est devenue quelque chose, une logique structurelle et exponentielle. C'est cette incorporation systématique de la dimension créative, sensitive, émotionnelle, imaginaire,
dans les secteurs de la consommation marchande qui autorisent alors à parler d'un nouveau régime du capitalisme, un capitalisme alors artiste. Le capitalisme artiste se définit par l'incorporation systématique du paradigme esthétique dans tous les secteurs qui touchent à la consommation. Pas tous les secteurs du capitalisme. La banque n'est pas un secteur qui est touché par le capitalisme artiste, bien évidemment. Mais tout ce qui relève de la consommation est pénétré par une logique esthétique, créative ou émotionnelle. Cette dimension renvoie bien entendu au travail du design, à toutes les opérations de décoration, de spectacularisation, de stylisation des objets et des espaces. Il n'y a plus aucun espace aujourd'hui qui ne travaille à faire ressentir des émotions. Prenez un café, un restaurant, un aéroport. Les gares se transforment en permanence pour arrêter d'apparaître simplement comme des lieux fonctionnels, mais des lieux qui engendrent des émotions et des expériences. Alors, par esthétique, il ne faut pas entendre simplement une mise en scène qui touche les formes et le regard. Esthétique doit s'entendre plus largement au sens grec du terme aesthésis. Aesthésis, c'est la sensibilité, les sensations, les affects, les émotions. Et on l'a vu tout à l'heure, par exemple, déjà dans le cinéma ou l'industrie musicale, ce sont des industries culturelles, mais qui touchent immédiatement les émotions. Et en ce sens, ce sont des marchés de la sensibilité. Le capitalisme artiste, c'est celui qui crée dans tout l'univers de la consommation les marchés de la sensibilité. De ce point de vue, on peut dire que le capitalisme artiste fonctionne comme une immense ingénierie des émotions et de l'imaginaire. Sous son règne, la recherche rationnelle du profit s'appuie sur l'exploitation commerciale des émotions au travers de la dimension esthétique, sensible, distractive. Alors maintenant, j'aimerais entrer plus en détail pour comprendre comment se situe cette question de l'expérience et des sensations dans ce capitalisme artiste. Et pour le faire comprendre, je prendrai les deux facteurs, les deux angles. D'abord, celui de l'offre, celui que vous avez exploré, qui vient d'être analysé, et ensuite, sur le plan des consommateurs eux-mêmes, parce qu'il y a deux logiques là-dedans. Elles sont connectées, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc j'analyserai d'abord la logique de l'émotion et de l'expérience du côté des firmes, du côté des entreprises, et ensuite du côté des consommateurs eux-mêmes. Alors, je prendrai trois grands secteurs. Le premier, c'est l'évolution du design. L'évolution du design rend compte de ce changement du statut de l'expérientiel dans les économies de consommation. Au départ de son aventure, au début du XXe siècle, le design est commandé par un impératif strict de fonctionnalité, de vérité, d'utilité, de rationalité. Il s'agit de combattre le kitsch, de combattre l'emphase bourgeois. Il y a la détestation même morale de l'ornementation bourgeoise. L'ornement, c'est le crime, dira Lawes. Tout ce qui est décoratif, le strass, ça c'est l'horreur des fonctionnalistes. Cette époque n'est plus la nôtre.
elle est maintenant dépassée par un design qui se marie de plus en plus avec les émotions, la mode et le changement perpétuel. À l'âge du capitalisme artiste, il n'est plus un seul objet, un seul accessoire qui ne soit pensé, conçu, imaginé en fonction des lois de la mode, du look, des émotions. Les montres, les lunettes ne sont plus simplement des accessoires, enfin des objets fonctionnels. Ce sont des accessoires de mode qui doivent plaire, qui doivent toucher les consommateurs. Rasoirs, chaussures, stylos, téléphones portables, casques des cyclistes, les paillassons pour s'essuyer les pieds doivent être décorés. Les poubelles, il faut trouver des couleurs capables de toucher les émotions. Les brosses à dents, Stark, enfin une célèbre brosse à dents de Stark, c'est l'objet le plus utilitaire qui soit. Brosser les dents, ça ne suffit plus. On ne vend plus un produit utilitaire, on vend un produit émotionnel. Toute une catégorie de design se sépare ainsi de son ancien positionnement, qui était assez proche de celui de l'activité d'ingénieur, celui de Le Corbusier par exemple. Le design ne cherche plus à incarner la seule vérité de l'objet, la fonction de l'objet, mais il veut traduire un univers de sens, un univers qui nous parle, un univers qui nous émeut. Voici ce qu'écrit Christophe Pillet, c'est un jeune designer. « Mon travail n'est pas très loin de celui d'un romancier ou d'un cinéaste. » C'est un designer. Hein. Je raconte des histoires, non pas avec des images ou des mots, mais avec des meubles et des objets. Là, on a une phrase parfaitement emblématique de ce que représente le design d'aujourd'hui. On retrouve ceci, Philippe Stark écrit « On n'achète pas une chaise, mais l'odeur du café au lait et la maman en prime. » On ne crée pas donc la chaise pour s'asseoir. Dans la chaise, il y a des résonances émotionnelles. Et nous recherchons dans la chaise, et qui nous attire dans la chaise, c'est autre chose que la seule fonctionnalité de la chaise. Au design dirigiste, anonyme, fonctionnaliste des origines, celui de Breuer, de Rietveld, de Le Corbusier, de Charlotte Perriand, a succédé ce que j'ai appelé un design émotionnel, un design sensible qui s'ouvre à la diversité des esthétiques en intégrant l'imaginaire du designer, mais aussi l'imaginaire des consommateurs. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus un design homogène. Le design part dans toutes les directions. Il y a un design parfaitement hétérogène. On voit le baroque, l'extravagance, la fantaisie, le néo-primitif, les barbares, le néo-kitsch. Toutes les tendances aujourd'hui sont désormais récupérées dans le design parce qu'il a intégré la dimension émotionnelle et non plus simplement ce qui était au départ l'origine du design, la vérité, l'authenticité de l'objet. Aujourd'hui, on n'est plus sur la logique de la vérité, on est dans la logique émotionnelle et expérientielle. Deuxième grande logique, après la logique du design, la logique de la distribution, la logique des magasins. Il faut de plus en plus aujourd'hui, dans la foulée du bon marché, de Boucicaut, des lieux de vente qui ne soient pas seulement des lieux de vente, mais qui soient attractifs en eux-mêmes,
qui deviennent des événements. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle les pop-up stores. Les pop-up stores, c'est les magasins éphémères. On lance un magasin pour 3 semaines ou 1 mois, et puis le magasin disparaît. Et alors, le magasin, c'est un magasin, bien sûr, mais c'est un événement. Alors, il crée quoi? La curiosité. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. On va mettre ce pop-up store dans les docks, dans des taudis. Il faut créer un événement, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et la rentabilité, d'ailleurs, de ces pop-up stores est très élevée. Alors, par exemple, Guerlain a un magnifique magasin sur les Champs-Élysées. Et quand ils ont fait un pop-up store à côté, le pop-up store rapportait plus que le magasin superbe de Guerlain. C'est attractif, si vous voulez, par cette nouveauté. Les espaces commerciaux doivent être de plus en plus des lieux de loisirs et pas seulement des lieux de vente. Donc le retail se mélange avec la sensibilité. Dans le magasin Decathlon, près de Lille, on prend des cours de gymnastique, on peut jouer au basket, s'initier à l'escalade. Le magasin n'est plus là uniquement dans lequel on vient et on achète des produits, on vient pour vivre des expériences, apprendre à une pratique sportive, mais dans d'autres magasins, par exemple les Apple Store, on offre des sessions de formation, des rencontres avec des photographes ou des sportifs. À New York, le flagship Samsung offre des expériences en réalité virtuelle. On vous met un casque et mais c'est gratuit. Donc vous entrez dans le magasin, c'est pas pour vendre, c'est pour créer des émotions, évidemment, qui ont une répercussion sur l'image, évidemment, de la marque. Afin d'attirer les clients, là où on joue également sur la logique des expériences et des émotions, c'est développer ce que vous connaissez bien, ce qu'on appelle le fun shopping ou le retailment, le retail avec entertainment, c'est le mélange de ces deux logiques qui autrefois étaient très séparées. Quand vous alliez dans un hypermarché traditionnel, on vous vend des produits, c'est tout. Maintenant, il faut que le magasin soit attractif en lui-même, qu'il crée du plaisir, de la détente. Et cette logique trouve son expression parfaite, évidemment, dans les centres commerciaux tentaculaires, qui deviennent des lieux attractifs, des lieux touristiques en eux-mêmes, parce qu'il y a partout des loisirs qui sont offerts dans ces lieux-là. Dans le projet qui s'appelle Néo à Bruxelles, on prévoit à côté des commerces un parc d'attractions indoor et une cité des enfants. À Dubaï, dans ce qu'on appelle le Dubai Mall, il y a une offre de loisirs avec des patinoires, des aquariums, des cinémas, des théâtres. Le retail n'est qu'un des aspects. Et c'est cette connexion qui est devenue attractive, comme si les consommateurs n'allaient pas dans ces lieux-là uniquement pour acheter des produits, mais pour vivre des émotions. Et vous connaissez, tout le monde connaît la fameuse piste de ski dans le grand mall du Mall of the Emirates à Dubaï, où vous avez une piste de ski, en fait, dans le désert. Donc, si vous voulez, partout, il faut théâtraliser les magasins, imaginer des mises en scène spectaculaires, offrir des animations interactives, des terrains de jeu, au travers de ce qu'on appelle le marketing polysensoriel. Le capitalisme de séduction ou le capitalisme artiste travaille à mettre en scène des expériences sensitives des lieux de vente. Donc, là, nous avons le deuxième grand secteur, après le design, qui montre la pénétration
de la logique de l'expérience et des émotions dans le fonctionnement du capitalisme. Troisième grand secteur, celui des loisirs et du tourisme. Les industries du loisir et du tourisme travaillent de la même manière à intégrer la logique de l'expérientiel dans leur offre. Maintenant, les agences de tourisme font des offres de week-end insolites, des nuits en igloo, des cascades en voiture, des conduites de chars d'assaut, des voyages en montgolfière, pour susciter des expériences inédites du consommateur. De plus en plus, l'industrie du tourisme exploite le registre de l'expérientiel. C'est ce qu'on appelle le tourisme d'aventure, qui ne cesse de progresser. Alors, c'est des raids d'aventure, des treks dans la nature vierge, des escalades de haut sommet, des traversées de désert à dos de dromadaires, des destinations extrêmes dans les régions polaires, la forêt amazonienne, la haute montagne, pour créer, non pas simplement d'aller visiter des lieux connus, mais de vivre un moment, une expérience nouvelle, une expérience, en principe, c'est vendu comme ça, en tout cas, inoubliable. De plus en plus, en même temps, est à l'honneur l'idée de voyager autrement, en privilégiant une autre forme d'expérience, les expériences qui donnent du sens au voyage. C'est ce qu'on appelle le tourisme participatif, le tourisme solidaire, le tourisme d'immersion. Un néo-tourisme se développe qui consiste à faire découvrir non pas des hauts lieux extraordinaires, les pyramides, les grands musées, mais au contraire, les lieux familiers, les lieux banals. C'est le contraire du tourisme traditionnel, si vous voulez, au monde des choses extraordinaires. Non, là, ce n'est pas l'extraordinaire, c'est l'ordinaire qui doit susciter la curiosité du touriste. Alors, on vous propose de visiter le patrimoine du quotidien, là où il n'y a rien de spécial à voir. Des quartiers populaires, des quartiers d'immigration, les zones rurales. Et donc, on vous propose de vous immerger dans la culture locale, de vivre chez l'habitant, de suivre des cours de cuisine avec les gens des quartiers. Donc, il faut faire vivre des expériences uniques et personnalisées en dehors des grands circuits touristiques. Enfin, dernier grand secteur de cette logique du capitalisme artiste émotionnel, c'est évidemment la publicité et le marketing. Donc vous avez eu design, magasin, tourisme et maintenant publicité et marketing. La primauté reconnue aux états affectifs et sensitifs a conduit à promouvoir ce qu'on appelle un marketing affectif, un marketing expérientiel, qui consiste à activer des leviers capables de toucher le consommateur dans le sens émotionnel du terme. Longtemps, le marketing était centré sur le produit. Il s'agissait de vous dire « achetez ce produit, c'est le meilleur ». Vous voulez une chemise bien blanche, achetez ça lave blanc, c'est efficace. Donc mon produit, c'est lave plus blanc que le blanc. Ah bon, c'était l'idée de convaincre le consommateur par la qualité des produits. Aujourd'hui, au contraire, on est dans une logique qu'on appelle le branding émotionnel, qui ne vend plus des produits, mais qui vend des affects, des émotions, des expériences, par exemple dans le storytelling, ou bien dans le celebrity marketing. Nespresso
a eu son énorme succès grâce à George Clooney. Donc, vous associez du café avec une star hyper séductrice, d'accord, mais qui crée évidemment un environnement émotionnel, l'attraction du charme de George Clooney. C'est en suscitant des sentiments de l'attachement que les marques cherchent à séduire les consommateurs et à gagner les marchés. Dans cette même voie, de nombreuses publicités maintenant exploitent la dimension émotionnelle. De plus en plus, on voit des publicités qui sont centrées sur l'humour, la provocation, le rêve, le décalé, le spectaculaire, la surprise. Un nouvel état d'esprit publicitaire s'est développé qui vise à créer de la participation affective. Quand vous dites « ma lessive, c'est la plus efficace », il n'y a pas de participation affective. Tandis qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de créer une relation de sympathie, de complicité. Donc on va jouer avec des produits en disant, par exemple, mon produit, ce n'est pas le meilleur. Ah, alors le consommateur va rire et il s'introduit une complicité et donc une relation affective avec la marque. Donc, aujourd'hui, ce sont des logiques d'autodérision, d'humour décalé, le second degré, le pastiche, qui permettent de créer une relation émotionnelle avec les produits. Vous avez aussi toutes ces logiques, toutes ces publicités qui jouent sur la présentation de la question du bonheur, de l'amour, de l'amitié, du partage, que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est en montrant des couples qui s'aiment. Alors bon, vous touchez le cœur du consommateur, la famille réunie, la maman, le papa avec les enfants. Okay. Les grands-parents, maintenant, on va mettre Comptoir des cotonniers avait fait toute une campagne comme ça, avec la grand-mère, la maman et la fille. Donc toutes les générations sont habillées de la même manière par le Comptoir des cotonniers. Ça touche les émotions, c'est formidable. On s'aime, donc quand on s'aime, bon, on ne compte plus, évidemment. Alors, c'est toucher la corde sensible et non plus simplement dire, voilà, le produit, franchement, vous en avez pour votre argent, achetez mon produit. C'est plus la logique aujourd'hui. Nous avons une logique qui joue sur les dimensions émotionnelles. Alors, j'ai présenté très, très sommairement ces 4 grands aspects de l'offre nouvelle centrée sur les émotions et les expériences. Maintenant, j'en viens à une toute autre dimension qui est la place, la nouvelle signification des émotions chez le consommateur lui-même. Car c'est toute la logique de la consommation qui a changé. C'est un point capital. Longtemps, pour expliquer qu'est-ce que c'était la consommation, on s'appuyait sur le modèle de Veblen, qui disait en gros, les gens n'achètent pas des produits pour leur valeur d'usage, ils l'achètent pour se montrer, gagner l'estime, créer l'envie. Bref, pour une logique de, comme aurait dit le sociologue Pierre Bourdieu, selon une logique de distinction. La logique de la consommation était analysée selon une logique du prestige, une logique sociale qui permet aux gens, au travers de ce qu'ils achètent, de dire qui ils sont. Donc, se classer dans la société, dans la pyramide. Donc, on voyait, par exemple, des ouvriers qui se privaient pour avoir une belle voiture, pour dire, bah, là, mon standing. C'est la logique du standing qui organisait l'univers de la consommation. Alors, cette logique-là, elle est encore visible dans les années 50.
Il y a le célèbre sociologue américain Vance Packard, à l'époque, qui écrit un livre, Les obsédés du standing. Alors il faut le frigidaire, il faut la voiture, il faut l'appareil de télévision pour être classé, pour être reconnu dans votre milieu. C'est une logique, j'achète en fonction des autres, pour le regard des autres, pour me distinguer des autres. Vous voyez, l'autre est capital là-dedans. Je crois qu'avec ce que j'ai appelé la société d'hyperconsommation, qui s'est développée depuis les années 80, ce n'est plus cette logique qui domine. Aujourd'hui, à part quelques adolescents, on n'achète plus un smartphone pour dire, vous voyez, moi j'ai un smartphone. Non. On achète un smartphone pour quoi faire? Pour beaucoup de choses. Envoyer des messages, mais surtout en recevoir, écouter de la musique, prendre des photos, les envoyer sur Facebook et avoir évidemment des likes après, être en relation relationnelle avec les gens. Autrement dit, aujourd'hui, nous achetons beaucoup moins des produits pour leur simple valeur d'usage que pour la dimension de plaisir, d'émotion et de lien avec les autres. Si bien que la société d'hyperconsommation, ou le capitalisme artiste, se développe avec une consommation qui est devenue plus émotionnelle que statutaire, une consommation plus expérientielle qu'honorifique. On achète des produits pour ce qu'on en attend en termes de plaisir, en termes de rapport avec les autres. C'est dans ce cadre que l'on assiste à une boulimie croissante de consommation culturelle, de loisirs, musique, films, séries télévisées, jeux, voyages, tourisme. Toutes ces logiques-là sont des logiques commandées par une recherche de sensations, d'émotions. Le néo-consommateur est devenu un collectionneur d'expériences. Nous recherchons en permanence à être touchés, à ressentir des choses, à vivre des expériences. C'est pour ça que vous avez maintenant, alors que le Spotify vous offre 30 millions de titres à écouter en musique, 30 millions, ça dépasse votre vie. Il y a le formidable succès du live, des concerts. On veut des émotions au travers du concert que vous offre pas exactement la musique en numérique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut arrêter de penser que le consommateur cherche à éblouir l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous voulez ressentir des émotions, vivre des expériences. Et ça se traduit par tout un ensemble de nouveaux marchés qui le montrent parfaitement. Cette logique beaucoup plus hyper-individualiste, si vous voulez. Par exemple, la décoration de la maison. Dans les années 50, la décoration de la maison pour une classe ouvrière, c'est avoir du formica, un produit moderne, c'est tout. On a une maison, voilà. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va chez Ikea et on cherche un produit qui va plaire aux petits. Ça te plaît, mon chéri? Ah, oui, non, bon. Il faut que l'enfant se retrouve dans le papier peint qu'on va choisir dans la maison. On change les produits de la maison pour que nous ayons un produit qui soit une création familiale et pas un modèle standard. Alors, on est dans une société où le capitalisme crée des ensembles urbains monotones, mais à l'intérieur, chacun veut un univers individualisé, avec des plantes vertes. Il y a un formidable succès des plantes vertes, des fleurs, dans la décoration de la maison. C'est une logique expérientielle. Les gens, ils aiment leurs plantes, comme ils aiment leurs chats et leurs chiens. Ils regardent, ils les voient vivre.
c'est d'une logique parfaitement émotionnelle, et pas du tout pour les autres. C'est secondaire. Mais vous avez qui montre ce primat de la logique émotionnelle et expérientielle, c'est l'essor évidemment du goût pour les thalassothérapies, les massages, les saunas, les spas. Ce n'est pas pour les autres. Quand vous allez au spa, c'est pour ressentir des émotions, des plaisirs sensitifs, vivre une expérience sensorielle. Ce n'est pas pour dire ah, c'est pas ça. C'est une recherche sensitive. Vous avez également l'énorme développement des sports de glisse, qui ne sont plus des sports d'affrontement, mais vous voulez l'ivresse des sensations. Ce sont des sports icariens. Vous envolez sur les neiges, sur les vagues, avec le windsurf, avec toutes ces... ici, les individus recherchent des sensations et des émotions. Dans ce cadre-là, nous voyons également se développer le formidable succès de la musique, des concerts, des festivals. Il n'y a pas un village maintenant qui n'organise pas des festivals pour les touristes. Donc, si vous voulez, là, il y a un point problématique extrêmement intéressant sur lequel je voudrais insister, parce qu'il y a une tendance chez les intellectuels à considérer que l'évolution du capitalisme a produit une prolétarisation des consommateurs, comme si le capitalisme créait une insensibilité au beau des consommateurs. Pourquoi ? Écoutez, ils vont voir des films de kung-fu, on voit du porno, de la pornographie en permanence, le goût, la beauté, tout ça disparaît devant une culture de vulgarité pour des individus qui ne sont plus alimentés par des choses de valeur. Je suis en désaccord total avec cette analyse. Je crois au contraire que le capitalisme artiste a démocratisé le goût de la beauté, le goût des émotions artistes. Je m'explique. C'est une émotion qui n'est pas celle que pouvaient ressentir Baudelaire ou Oscar Wilde, évidemment, avec des gens cultivés. Les musées sont pleins de monde aujourd'hui, mais les gens restent environ entre 5 et 10 secondes devant chaque œuvre. Autrement dit, c'est une consommation de type touristique, si vous voulez, mais quand même, ils vont voir. Et c'est extrêmement important de voir qu'aujourd'hui, des choses qui étaient très minoritaires, la musique, le goût de la musique, c'est absolument démocratisé. Et puis surtout, le tourisme. Ça, c'est un phénomène extraordinaire, le tourisme, parce que le tourisme, il prête au ricanement. Bon, c'est vrai que le touriste, il a un côté pathétique. Il est un peu ridicule, parce qu'il est en short, il mange ses sandwichs avec des papiers gras, il parle fort, il n'arrête pas de photographier. Bon, ça n'attire pas beaucoup la sympathie. Et alors, il y a toute une tradition, et le touriste, c'est un abruti. C'est un abruti, c'est un mouton. Il va voir tout ce qu'on lui dit de voir, et donc, il n'a rien, en quelque sorte, il n'est pas animé par des sentiments, en fait, esthétiques. Je crois que c'est faux. C'est faux. Ce qu'il n'a pas, c'est la culture. Mais en fait, le touriste, c'est quelqu'un qui dit quoi ? C'est quelqu'un qui recherche en permanence des sensations et des expériences pour rien. Et c'est en ce sens que c'est esthétique. Lorsque vous allez en Égypte voir les pyramides, ça vous sert à rien. Simplement pour le plaisir de voir, de sentir,
de connaître quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est esthétique. L'esthétique, disait Paul Valéry, c'est ce qui a trait aux impressions inutiles. Et il a parfaitement raison. Et en ce sens, le touriste, c'est un consommateur esthétique. Et nous devenons de plus en plus des consommateurs d'esthétique. Regardez, quand vous avez une tourmente, les gens se précipitent et ils photographient. Le regard esthétique s'est démocratisé, comme si tout devenait spectacle à admirer. Partout où il y avait des choses qui faisaient peur, comme la montagne, aujourd'hui les gens se précipitent et ils prennent des photos, parce que c'est un lieu qui crée des sensations et des émotions. Enfin, très vite, avant d'en venir à un autre aspect de mon intervention, s'il faut parler d'un capitalisme artiste, ce n'est pas simplement parce que de plus en plus le goût des sensations, des émotions esthétiques, au sens de la sensibilité, se développe, mais parce qu'il y a de plus en plus de professions artistiques. Je passe sur les chiffres, ça serait trop long à vous les développer. On a des chiffres très significatifs qui montrent que dans tous les pays développés, les professions dites créatives, les peintres, les metteurs en scène, le cinéma, la vidéo, la danse, a créé de plus en plus de professionnels. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, encore plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la révolution des amateurs. Vous avez maintenant un nombre considérable de gens qui ont un métier, mais qui, à côté, ont une activité artistique. Artistique au sens de bénévole et au sens d'un amateur. Ils vont dans des chorales, ils prennent des cours de vidéo, des cours de sculpture ou de théâtre. La pratique amateur tend à se démocratiser et qui montre que le consommateur d'aujourd'hui ne se satisfait pas seulement des produits marchands. Il est en quête d'autre chose. Il est en quête de l'expression de lui-même. Et pas simplement d'acheter des produits. Ce n'est pas tout le monde, mais on a cette logique, et désormais on appelle le Pro-Am Revolution, et qui montre qu'il y a cette logique dans le capitalisme à avoir entraîné chez les consommateurs des logiques tout à fait nouvelles qui visent à ce que les individus cherchent à eux-mêmes exprimer des sensations et des émotions, à rechercher des expériences. Alors, j'en viens maintenant à mon point final, ma conclusion, et qui va prendre un peu de hauteur par rapport à cet aspect purement descriptif que je viens d'avoir. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce capitalisme artiste, de cette économie de l'expérience? Où est-ce que ça nous mène? Est-ce que c'est satisfaisant pour la vie des hommes? Ces questions sont devenues brûlantes, tant les dangers, les défis qui existent sont grands. Alors, je résumerai mon propos, je réduirai mon propos à deux grandes questions. Un, la question de l'écologie, du rapport de ces capitalismes de l'expérience avec l'écologie, et deuxièmement, la question qui nous touche tous en premier lieu, le bonheur. On pointe de plus en plus, comme vous le savez, les menaces que fait peser le capitalisme sur l'avenir de l'humanité et de la planète. On nous dit que si tous les gens de la planète consommaient comme les Américains ou comme les Européens, il nous faudrait 4 ou 5 planètes. Bon, on ne les a pas. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs voies. La première consiste à dire qu'il faut réduire les besoins. C'est la perspective de la décroissance. Il faut casser
cette logique expérientielle qui nous vise, qui nous pousse à vouloir tout le temps de nouvelles expériences, il faut réduire. Il faut aller vers la simplicité volontaire, vers la frugalité heureuse, comme on dit aujourd'hui, et donc nous libérer de la toxicodépendance à la consommation. Consommer moins, réduire, pour avoir une vie plus centrée sur les autres. Donc c'est par un changement de valeur, un changement d'attitude que l'on pourra relever les défis planétaires. Je dois vous dire que à titre personnel, cette option ne me déplaît pas. Simplement, je pense qu'elle n'a aucune chance de réussir. Aller dire aux Chinois, aux Indiens, aux Africains qu'ils doivent réduire leurs besoins, alors qu'ils n'ont qu'une obsession, c'est de rattraper leur retard. Donc ça, c'est bien pour quelques bobos des quartiers déjà développés, mais pour les 10 milliards d'individus qui se préparent au milieu du siècle, ça me semble une vision totalement utopique. Pourquoi utopique? Parce que la modernité crée ce que Durkheim appelait le mal de l'infini, la passion de l'infini. On n'est plus des sociétés de tradition. Quand on était dans des sociétés de tradition, les gens répétaient leur vie. Il n'y avait pas de problème. On vivait comme nos parents et comme vivaient nos grands-parents. C'était très bien. On vivait dans notre village. On dansait les mêmes danses. On chantait les mêmes chansons. On mangeait toujours de la même manière. Ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Ça nous ennuie. Nous voulons du nouveau. Et pas parce qu'on est devenus des addicts simplement à la consommation, mais parce que la société moderne n'a plus de tradition forte. Et donc, quand vous n'avez plus de tradition forte, alors l'homme démocratique aspire à l'infini. Pourquoi pas pour moi? Pourquoi ne pas connaître ceci? Pourquoi ne pas connaître ça? Donc, ce que je pense, c'est que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, je pense, pour relever le défi écologique de la consommation, c'est au contraire, c'est de s'engager dans l'innovation, dans la recherche, qui permettra alors de créer une nouvelle alliance entre l'économie de l'expérience et le respect de l'environnement. Nous devons comprendre que l'écologie, sans doute, l'exigence écologique ne mettra pas fin au désir expérientiel. Ce n'est pas parce que les voitures seront électriques que, du coup, la logique expérientielle va disparaître. Les gens voudront une voiture respectueuse de l'environnement, comme la voiture électrique, c'est formidable. En même temps, ils voudront une voiture qui leur plaise. Il ne faut pas rêver. Donc, la logique expérientielle, sensitive, va continuer. Les architectures respectueuses de l'environnement, c'est la même chose. On va pas. Dans le capitalisme, il y a une logique concurrentielle, et dans la logique concurrentielle, elle va entraîner forcément des offres diverses. Donc, je pense que nous n'allons pas sortir de la logique de ce capitalisme d'expérience et d'émotion. Ce qui se prépare, en tout cas, il faut le souhaiter, c'est l'hybridation d'une logique environnementale ou écologique avec une logique expérientielle ou sensitive. Et c'est ça qu'il faut promouvoir, et il faut le promouvoir pas seulement au nom des expériences et des émotions, mais au nom de la sauvegarde de l'humanité. Et pour ça, il faut mobiliser pas les émotions, mais l'intelligence des hommes. Il n'y a pas que les émotions. Le commerce joue là-dessus, mais la voie du salut pour l'humanité, elle ne se trouve pas dans les émotions. Elle se trouve dans l'intelligence. Et notamment dans la recherche qui permettra de produire pour le plus grand nombre en trouvant de nouvelles formes d'énergie, de nouvelles formes de production compatibles avec l'équilibre écologique.
Et puis alors, dernier point, et ce sera la fin, j'en viens à la question du bonheur. La deuxième grande critique que l'on adresse au capitalisme artiste, c'est la panne du bonheur qu'il entraîne. On consomme 3 fois plus d'énergie que dans les années 60. On n'est pas 3 fois plus heureux. Le produit intérieur brut des grandes nations a doublé depuis les années 70. On n'est pas 2 fois plus heureux. Il y a un problème. Parce qu'on produit toujours plus, mais on n'est pas toujours plus heureux. Donc, la question du bonheur est centrale là-dedans. Pourquoi cette escalade si on n'est pas plus heureux? On consomme toujours plus, mais il y a toujours plus de dépression, de stress, d'anxiété, d'addiction, de tentatives de suicide. On a un problème. Normalement, le capitalisme artiste vous donne des expériences, des sensations, on se sent bien, c'est super. Mais ce sont des expériences ponctuelles. Globalement, ensuite, c'est le stress, la dépression des gens. Ça, c'est un autre aspect du problème. En même temps, on accuse ce capitalisme artiste de créer en permanence de la frustration. Parce que comme il y a sans arrêt de nouveaux produits, alors les gens, ils ne sont pas satisfaits parce que dès que vous obtenez quelque chose, on vous propose autre chose. Donc c'est une sorte de tonneau des Danaïdes. Plus on le remplit, plus il se vide. Donc ça entraîne une critique très sévère de la société d'hyperconsommation. Je vais venir sur la critique à faire, mais d'abord, je pense qu'il faut ne pas quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. La consommation est critiquable, mais à condition qu'on ne la diabolise pas. Parce que la société de consommation, elle apporte beaucoup de choses aussi. La santé, la longévité, la découverte des choses. Après tout, partout, les sociétés où les gens vivent de plus en plus vieux, en bonne santé, ce sont des sociétés où il y a la consommation, notamment la consommation médicale, qui fait partie de la société d'hyperconsommation. Tout n'est pas à jeter là-dedans. Nous pouvons communiquer avec les gens, voyager. Ce sont les grandes aspirations des hommes. Donc, il faut être clair. Ce n'est pas la consommation en soi qu'il faut dénoncer. C'est lorsque la consommation devient le centre de la vie. Lorsque la consommation n'est plus simplement un moyen, mais qu'elle devient la fin de l'existence. C'est là où on a un problème. La mode, c'est formidable. J'ai écrit un livre sur la mode, j'aime beaucoup la mode. Mais bon, au bout d'un moment, ça va. Vous passez toute une soirée à parler que de la mode, c'est ennuyeux. Un peu, c'est bien, mais il n'y a pas que cela. Si vous voulez, nous ne devons pas dénoncer radicalement la consommation, parce que d'abord, ça ne se fera pas, mais nous devons inventer au cours du XXIe siècle une nouvelle société de consommation, une nouvelle société de séduction, et qui devient compatible avec la valorisation de l'effort, du travail, du dépassement de soi, de l'autonomie, de la création et de la réflexion. C'est bien les émotions, c'est bien l'expérientiel. Il n'y a pas que ça. L'être humain n'est pas qu'un individu émotionnel. Sinon, il serait resté en train de l'australopithèque. Il ne faut pas perdre cette dimension-là. Notre responsabilité, c'est de promouvoir, en lieu et place d'une séduction passive, purement de consommation,
ce que j'ai appelé une séduction augmentée, une séduction qui impulse les passions riches et bonnes des hommes, celles qui lui permettent de progresser, d'enrichir ses expériences et les facultés humaines. Ça passe par une mobilisation culturelle, conçue comme un instrument permettant d'avoir une vie plus équilibrée et pas simplement centrée sur la quête perpétuelle d'émotions marchandes ou marchandisées. Nous avons inventé au travers de l'école, de la politique, de l'entreprise, une nouvelle société de séduction qui ne se réduise pas à toujours vendre et acheter plus, mais qui prenne en compte les plus hautes exigences de l'être humain, à savoir penser, être autonome, créer, se dépasser. L'être humain est un consommateur, mais il n'est pas qu'un consommateur. Heureusement, l'être humain, c'est aussi quelqu'un qui crée, qui pense, qui peut être solidaire. Et c'est cela que nous devons prendre en compte, sans diaboliser la consommation, simplement en ne la divinant pas. Face à cette exigence, je pense, humaniste, de développer les facultés humaines, la tâche est immense. Dans cette perspective, la société à inventer ne se réduit pas à offrir des plaisirs de détente, de relaxation, d'évasion, mais à répondre aux aspirations d'expression de soi, d'épanouissement de soi que les hommes ont. Il y a dans le désir humain le désir de mieux faire, de mieux comprendre, de faire des choses, de créer, et pas seulement de consommer en achetant des marques. C'est bien les marques, c'est pas, mais on ne doit pas penser comme si cela était le but de la vie. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'existence. On n'a pas fait 40 000 ans d'histoire d'Homo sapiens pour penser qu'aller dans les shopping centers et faire du tourisme en prenant des photos et de les envoyer sur Facebook, ce soit l'idéal humain. C'est pauvre, ça. Nous avons à viser autre chose. Et c'est en ce sens où je pense que l'école, la formation de base est absolument essentielle, car c'est là que les choses se passent. Nous avons à inventer une nouvelle école au XXIe siècle, une école qui donne des outils aux gens, aux jeunes, pour qu'ils trouvent les moyens de ne pas être simplement des consommateurs. Je comprends très bien les gens qui, faute d'autres motivations, ils consomment. Quand vous n'avez rien d'autre dans la vie, la consommation, c'est formidable, je comprends très bien. Mais en tant qu'humanistes, en fonction de nos idéaux démocratiques, ce n'est pas ça que nous devons nous fixer. Nous devons donner aux gens des outils dans la famille et à l'école pour que la consommation, ça soit une part de la vie, mais pas la vie. Et pour ça, je crois que nous avons à repenser l'entreprise, nous avons à repenser la politique et l'école, parce que là, nous avons des possibilités d'action. Nous pouvons réinventer l'éducation, notamment, je pense, en considérant que la formation artistique devienne un élément central. Aujourd'hui, la formation artistique, c'est bien, mais bon, c'est à côté. Après, non. Parce qu'on est dans des civilisations aujourd'hui où la volonté d'expression de soi est capitale. Les gens souffrent. Ils auront des métiers souvent qui ne leur permettront pas
d'être heureux. Le travail, il est répétitif. Et ils recherchent alors autre chose, là où ils peuvent exprimer leur personnalité, et notamment dans la création. Faire un livre, faire du théâtre, faire des films, ce que vous voulez. Et ça se prépare. Si vous ne donnez pas les outils aux jeunes, il leur reste la consommation. Et ça, je pense que ce n'est pas simplement quelque chose de culturel, c'est un grand idéal humaniste et démocratique. La démocratie, ce n'est pas simplement des élections, c'est réaliser un idéal humain qui tienne en compte le développement de la personne. Et pour cela, nous devons, je pense, viser la dimension créative dès le départ. Cette dimension créative, ensuite, elle aura d'ailleurs des impacts très positifs sur nos économies, parce qu'on ne pourra pas rivaliser avec la Chine sur les questions des prix. Donc nous avons tous à viser les marchés de la qualité, les marchés de la créativité. Et en élevant le niveau des jeunes, nous préparons ça. Alors pour terminer, on pourrait dire, si vous voulez, que la modernité, elle a gagné la bataille de la quantité. On sait produire des voitures, des téléphones, des appareils de télévision en masse. Bon marché. Tout le monde y a accès. La quantité, on sait faire. La qualité, ça, c'est autre chose. La qualité, c'est le nouvel horizon. Nous devons en permanence travailler dans ce sens-là. Le capitalisme artiste, il est tiraillé par des logiques contraires. À l'intérieur, dans une entreprise, vous avez les secteurs financiers qui poussent vers l'absence de risque. On ne prend pas de risque. On fait le bilan, il ne faut pas dépenser trop d'argent. Et puis vous avez les pôles créatifs qui veulent innover. Il y a une tension. Nous devons faire évoluer le monde de l'entreprise pour qu'ils comprennent que la créativité est un facteur de rentabilité et que c'est la chance de l'Europe de jouer la seule carte que nous ayons à jouer, c'est celle-là. C'est là-dessus d'ailleurs où en Europe, le luxe et les voitures de haut de gamme, c'est là-dessus où nous savons faire. Et sur ce plan-là, je pense que nous devons mobiliser nos énergies dans ce sens-là, qui est à la fois nécessaire pour nos économies, parce qu'on va sensibiliser les chefs d'entreprise et aussi les acteurs en général vers cette dimension artiste, c'est-à-dire créative, qui est nécessaire, et en même temps, cela correspond, je crois, à nos plus profondes valeurs démocratiques et humanistes, c'est-à-dire à permettre aux hommes de ne pas être simplement des consommateurs, mais des gens qui visent à faire mieux, à aimer le beau et à créer. Voilà, je vous remercie beaucoup.